On va maintenant passer au débat, donc je m'en dis, on se rapprocher autour de la table. Je dirais simplement que vous avez vu donc cette dimension, on a retrouvé la dimension apophatique telle qu'elle est présentée chez Jean-François, mais aussi une dimension, je dirais, sous forme d'indices, de traces. Thierry a bien dit, c'est pas une preuve, mais il a dit, voilà, quand on voit que la science redécouvre cette vulnérabilité du vivant, que c'est en fait justement dans ce caractère, c'est pas dans le surhomme en quelque sorte, mais c'est justement dans cette idée de vulnérabilité. Attends, on a fini l'ordinateur, je crois, donc on peut le débrancher. C'est pas dans le surhomme, mais justement dans cette idée en fait de vulnérabilité et de toute petitesse, comme Jean-François nous l'a présenté avec son petit-fils dans cette image au début, que se trouve peut-être quelque chose qui dans l'homme dépasse justement ce qu'on peut dire par les choses objectives du corps, des neurones, etc. Donc Jean-François, tu viens, si ta jambe te permet de te recentrer un petit peu pour être quand même dans le même sens que nous, voilà. Donc, alors maintenant, je vais demander simplement une petite réaction en tribune, si l'un de vous trois veut réagir sur les propos des autres, et après on va vous passer la parole. Je demanderai aussi au père Antoine, s'il veut faire une réaction, une question, avant que l'on vous passe le micro dans la salle. Jean-François, en premier. Oui, c'est juste quelques anecdotes pour conforter les propos de Thierry. À propos de l'épigénétique, par exemple, on a constaté que les enfants nés quelques mois après le 11 septembre à New York, alors je ne sais plus exactement, c'est pas toutes les femmes qui étaient enceintes, je ne sais pas à quel nombre de mois de gestation l'observation a été faite. Mais des fœtus qui ont vécu le 11 septembre, qui devaient être en fin de grossesse, vraisemblablement quand même, sont aujourd'hui, on observe aujourd'hui chez ces enfants, on a observé dès la naissance un taux de cortisol nettement plus élevé que la moyenne. Le cortisol, c'est une hormone libérée par les glandes cortico-surrénales. C'est une des hormones dites du stress. Donc voilà un exemple d'épigénétique, c'est-à-dire ce n'est évidemment pas une modification du génome de ces enfants. Le 11 septembre n'a pas produit une modification de l'organisation génétique, mais de l'environnement dans lequel le génome se développe. Alors, c'est pas une blague, ce que je vais ajouter. C'est vrai, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Des corrélations montrent qu'il y a un lien entre la lactation, l'allaitement, le fait que la maman donne le sein. Alors il y a des tas d'autres avantages que celui que j'avais évoqué, c'est bien connu, notamment en termes immunologiques, mais on a observé une corrélation entre un mois d'allaitement et un point de QI en plus chez l'adulte. Alors attention, pas trop vite, maximum 6 mois, c'est-à-dire vous pouvez gagner 6 points. Mais c'est pas parce que vous allez téter pendant 24 mois que vous allez avoir 24 points de QI en plus. C'est une corrélation bien sûr, mais qui s'explique très bien parce que le lait maternel est riche en lipides et le cerveau du bébé à la naissance, précisément j'ai évoqué la myéline, j'ai évoqué la matière blanche, voilà. Bon, la matière blanche, c'est de la myéline, c'est des phospholipides, et le cerveau à la naissance est peu myélinisé, pas complètement myélinisé, et donc le fait que le lait maternel apporte un supplément de lipides parfaitement adapté à la synthèse de la gaine de myéline facilite vraisemblablement la myélinisation, et peut très bien expliquer qu'on gagne 1 ou 2 ou 3 points de QI. Voilà, ça c'est pour aller renforcer la circularité que tu as évoquée. Je pense que tu seras d'accord pour qu'on évoque un de nos grands prédécesseurs dans ce champ, qui était le professeur Carli. Carli, qui s'est fait connaître surtout pour ses travaux sur le comportement d'agression dans un modèle très connu sur le rat tueur de souris. Mais Carli a écrit plusieurs livres sur l'agression, la liberté, etc. Et Carli a toujours développé cette idée
qu'il y avait le cerveau qui produit des comportements pour agir sur un environnement et que la modification de l'environnement rétroagit sur le cerveau qui produit le comportement, qui agit sur l'environnement, etc. Et cette notion de circularité, Carly a été, pour moi en tout cas, pour ma génération, l'un de ceux qui m'a beaucoup inspiré dans ce style. Juste à propos de la plasticité encore, vous avez peut-être lu dans des magazines au cours de, je ne sais plus, c'était plutôt avant Noël, il y a un livre qui est sorti d'un neurochirurgien de Montpellier qui s'appelle Hugues Dufaux, qui a sorti un bouquin au titre provocateur, qui a copié un autre titre qui s'appelle L'erreur de Broca, le titre du livre, L'erreur de Broca. Et ce Dufaux est quelqu'un qui opère cerveau éveillé, et notamment qui opère des tumeurs, alors des tumeurs de bas grade, enfin c'est pas toutes les tumeurs, attention, mais des tumeurs y compris dans la zone de Broca. Hein, il enlève complètement le cortex à certaines personnes, sous certaines conditions, il enlève complètement ce qu'on appelle l'aire de Broca, que l'on considère à tort comme siège centre de la parole, et il enlève l'aire de Broca chez des gens qui, à la sortie, se comportent tout à fait normalement et n'ont aucune anomalie de la parole. Ça ne veut pas dire que l'aire de Broca ne sert à rien, mais ça veut dire que, bon, je ne peux pas vous l'expliquer en détail, mais c'est une preuve formidable de la plasticité cérébrale. Ce sont des tumeurs qui se développent très lentement, et comme elles se développent très lentement, les mécanismes qui normalement sont pris en charge par cette région du cerveau, eh bien, sont progressivement pris en charge par d'autres circuits, et donc, quand la tumeur est complètement développée, et finalement, l'aire de Broca ne sert plus à rien, parce que la fonction a été prise en charge à côté. Donc voilà, enfin, celui-là est un exemple. Alors, attention, il ne faut pas généraliser, parce que les tumeurs de haut grade qui se développent de manière fulgurante, la technique n'est pas adaptée. Mais Hugues Dufaux est très contesté dans le milieu des neurochirurgiens, mais il commence à faire école. Voilà. Alors, juste pour te titiller quand même, tu as parlé de la médecine. Je ne sais pas si vous avez feuilleté le dernier numéro de la recherche, celui d'avril. Dans le dernier numéro de la recherche, le dossier à la fin, c'est un dossier santé connectée, une médecine sans médecin. Bon. Et donc, un des articles, c'est une réflexion du philosophe Jean-Michel Beignet, qui tire le signal d'alarme en disant, voilà, le patient risque d'être complètement déconnecté du médecin et on risque d'avoir précisément une médecine complètement déshumanisée. Voilà, ça c'est juste pour te chatouiller un peu. Bertrand, un mot ou Thierry ? Comme il m'a chatouillé, je redis, donc si on considère l'humain corps âme esprit dans ces écosystèmes et qu'on enlève la relation avec le médecin, alors là on modifie, on diminue considérablement une partie de cet écosystème, et alors en effet c'est pas bon. Sans vouloir prendre parti pour ou contre les médecines alternatives, j'ai noté dans le petit village Préchac, à 700 km de Paris, dans les Landes girondines où je suis né, et j'en parle un peu dans mon dernier livre, j'ai noté justement qu'il y a un très grand nombre de personnes qui s'installent comme, c'est un retour des rebouteux et qui ne sont pas du tout liés aux anciens rebouteux, mais surtout le médecin de l'hôpital le plus proche de Langon, le médecin des urgences de Langon, est parti faire le tour du monde. Et il s'est au bout d'un an, il est revenu avec femme et enfants, il s'est désinscrit de l'ordre des médecins, il s'est installé comme guérisseur chamanique à Préchac en Gironde avec des techniques qu'il a appris chez des chamans mexicains. Et sa femme m'a dit, Jean, si on remboursait le guérisseur chamanique et le médecin de campagne classique sur le même plan, il n'y aurait plus personne chez le médecin. Pourquoi ? La médecine est irremplaçable si vous avez une tumeur au cerveau, comme Jean-François vous le disait, sur ces opérations ou un cancer, mais il est évident que le médecin de campagne débordé qui voit 25 patients par jour pendant 15 minutes, demain, il pourrait quasiment être remplacé par un robot qui prendrait le pouls. J'ai une femme chinoise, elle est très choquée quand elle va chez le médecin occidental, parce qu'elle dit, mais le médecin m'a même pas regardé. Il a regardé ma prise de sang, il a regardé mon échographie, il a regardé ma radio, il a regardé métaux de X, Y, Z,
mais il m'a même pas regardé. Alors que quand on va chez un médecin chinois, et j'ai fait l'expérience en Chine, il vous palpe, il vous regarde sur toutes les coutures pendant 1 heure. Donc ce manque de contact humain, de relation dont tu parlais Thierry, est en train de se perdre en partie en médecine. Alors ça présente un risque parce qu'il peut y avoir des charlatans, mais je ne valide pas toutes les pratiques qui peuvent exister, mais je veux dire, ça aussi répond à une très très forte demande, et je vois une explosion de guérisseurs ou de médecine alternative, y compris par de vrais médecins, comme je vous l'ai dit, qui se sont désinscrits pour pouvoir être guérisseurs chamaniques. C'est quand même assez étonnant. Alors, on va peut-être passer à la question. Oui, Jean-François. Excusez-moi, mais il y a un petit truc que je voulais ajouter aussi. C'est à la fois à propos, ça va dans le sens de l'interaction, et c'est aussi pour rebondir sur un propos de Bertrand. Précisément, tu as eu raison, Thierry, d'insister sur l'épigénétique, et c'est quelque chose de vraiment pris en compte de manière tout à fait décisive aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que la question de l'utérus artificiel devrait se poser en prenant en compte l'utérus artificiel? Ne souriez pas, hein. Moi j'ai beaucoup fréquenté Henri Atlan dans une autre époque. Bon, Henri Atlan est l'un des fanats, il est absolument persuadé, mais il n'y a pas que lui. Beaucoup pensent qu'avant 10 ans, l'utérus artificiel existera, ce qui permettra aux couples évoqués tout à l'heure d'être entre guillemets comme tout le monde. C'est une question, hein, je trouve paradoxal que dans le même temps, précisément, on se répand d'un côté, à juste titre, sur l'importance de l'épigénétique, sur l'importance y compris du liquide amniotique, que la mère fume pas, la mère boit pas, le stress, etc., la fatigue, la manière de dormir et tout ce que l'on veut. Et je vous dis, il y a beaucoup d'arguments aujourd'hui. Et de manière complètement indépendante, on parle de l'utérus artificiel. Quid de l'épigénétique dans l'utérus artificiel? Est-ce que les deux sont vraiment compatibles? Alors, on va vous passer la parole maintenant. Donc, c'est le Père Antoine qui a le micro. Levez la main pour remarque, Madame au premier rang. On vous passe le micro, allez-y. Vous n'avez pas parlé, mais on peut en faire une conclusion. Le 21e siècle, c'est une lexus de la croyance à l'expérience. Évidemment, nous sommes maintenant vers l'expérience. Personnellement, j'ai fait 7 expériences de mort imminente en bonne santé. Et heureusement pour moi, je ne suis pas toute seule. Il y a de grands chercheurs qui l'ont expérimenté. Je pense à Pim van Lomen. Je pense à Pim van Lomen. Je pense aussi à Laszlo. Et là, en dernier lieu, il y a un nouveau... Et Ben Alexander, c'est ça? Tout à fait. Oui. Là, très récemment, nous avons M. Housset, du directeur du CNRS, oui, tout qui à a fait. fait aussi des expériences de mort imminente et qui vient de faire un livre qui s'appelle Les 3 niveaux de la conscience. Alors, moi, je peux vous dire que ces expériences de mort imminente, c'est toujours les mêmes. Alors, il y a un curé, je sais, Jésus a dû en faire beaucoup. Parce que quand il disait nous sommes les enfants de la lumière, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous venons de l'eau. Et nous allons vers la lumière. Et quand on fait ces expériences de mort imminente, on fait ce genre d'expérience. Et aussi, il y a l'expérience d'amour. Dieu est amour. Non, il ne vient pas vous donner une boîte de bonbons. Ce n'est pas un aimable vieillard. Mais c'est surtout une énergie extraordinaire qui vous enveloppe. Et effectivement, on peut aller dans le monde des ténèbres, qui est un monde quand même très dur, mais quand on a cette énergie qui vous enveloppe, on le passe très facilement. Et c'est l'histoire de tous les contes et les gens...
merci pour votre témoignage. Mais oui, s'il vous plaît, je vais juste donner une information là-dessus parce que nous n'avons pas le temps de parler des expériences de mort imminente aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous allons organiser l'une des plus grandes manifestations, je l'annonce, c'est la première fois que je le dis en public parce que c'est dans presque un an. Le 21 janvier 2017, nous allons faire venir le docteur Eben Alexander, dont Madame a parlé, qui est le premier grand neurologue. Il a été enseignant à Harvard en neurologie, qui a fait une expérience de mort imminente. Il a fait un livre au titre assez provoquant, La preuve du paradis. Enfin, c'est son éditeur qui l'a choisi, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Et donc, le docteur Raymond Moody, qui est le créateur de ce domaine, et de nombreuses autres personnes. J'étais avec ce professeur Housset, dont Madame a parlé il y a quelques jours dans un colloque. Et donc, ce sera le 21 janvier 2017 à la Maison de la Mutualité. On attend 2000 personnes pour ce qui sera le plus grand colloque européen sur le sujet. Donc, ce sujet sera traité en détail le 21 janvier 2017, toute la journée. Et on ne pouvait pas tout traiter aujourd'hui, donc la NDE est un sujet passionnant, mais que donc on ne traitera pas de façon détaillée ce soir. D'autres questions, Madame ? Bonsoir. Je me rappelle avoir lu dans votre ouvrage Notre résistance a-t-elle un sens que le matérialisme a été totalement invalidé dans les sciences expérimentales. Alors bon, peut-être pas totalement, j'ai peut-être mal compris, mais toujours est-il que je me pose la question suivante, à savoir, est-ce que le transhumanisme ne serait pas une école de pensée, j'ai envie de dire, encore très accrochée à une saisie matérialiste du monde et de l'humain. Tout à fait, comme vous avez cité mon ouvrage, je me permets de répondre en premier, mais après je vais passer la parole à nos intervenants. Effectivement, il y a deux choses. Ce que j'essaie de démontrer dans Notre existence a-t-elle un sens, c'est justement qu'il y a un au-delà, c'est cette approche de l'incomplétude, que la matière n'est pas que matérielle, que l'univers ne s'explique pas par lui-même, qu'il y a d'autres niveaux de réalité. Mais ça ne veut pas dire, c'est une approche totalement apophatique dans le sens que je ne dis pas que cet autre niveau de réalité, c'est un Dieu judéo-chrétien. Je dis simplement, il y a un autre niveau de réalité. Il n'est pas dans le temps. Ah oui. Il n'est pas dans l'espace. Ah oui. Il n'est pas dans la matière. Il n'est pas dans l'énergie. Mais oui, je le définis en négatif. Pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans la matière, pas dans l'énergie. J'en ai rien dit de cet autre niveau de réalité. Sauf que j'ai dit qu'il existe. Et ça, c'est énorme. Donc la science peut nous dire, oui, il y a un autre niveau de réalité. C'est vrai, la science le démontre, je le garantis, mais il n'est pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans l'énergie, pas dans la matière, elle ne peut rien dire d'autre. Donc là, c'est une ouverture. D'autres choses, la science nous dit qu'il y a la possibilité d'un lien entre l'esprit de l'homme et un autre niveau de réalité. Et c'est les gens les plus matérialistes, les plus athées, de grands mathématiciens, dont je vous garantis l'athéisme, comme Alain Cohn, par exemple, qui vous dit, face à Jean-Pierre Changeux, qui est le grand, justement, neurologue athée, il dit non, pas du tout, les mathématiques, c'est comme un continent que je découvre. Et Changeux lui met une pression terrible, et nous, on ne se rend pas compte, quand je dis nous, en tant que spiritualiste ou chrétien, Changeux lui dit, tu peux pas dire ça, que tu découvres les mathématiques, vous, ça vous paraît un enjeu de rien du tout. Mais Changeux lui dit, si tu dis que tu découvres les mathématiques et pas que tu les inventes, tu trahis tout. Tu trahis la République, tu trahis la démocratie, tu trahis la laïcité, tu trahis la raison, la rationalité, tu trahis 200 ans de rationalité, c'est abominable, tu peux pas dire ça. Et Alain Cohn, je n'ai pas le temps de le dire, mais il contre-attaque et les mots qu'il emploie pour décrire la façon dont il perçoit la vérité en mathématiques, c'est exactement les mots d'un mystique, qu'il soit bouddhiste ou catholique ou autre, un mystique qui vous décrit comment il a un contact avec l'au-delà. Oui, c'est extraordinaire. Donc c'est pour vous dire, ça c'est ce que la science peut nous dire, mais ça ne vous prouve pas ni que Dieu existe, ni que l'âme existe. Maintenant, sur le transhumanisme, pour moi, c'est évidemment le dernier avatar du matérialisme, c'est évident. Je pense qu'on sera, Bertrand Berger le dira mieux que moi, mais surtout, je dirais, j'insisterai sur le fait que les sciences de la matière, physique quantique, astrophysique, mathématiques, ont de l'avance, beaucoup d'avance, un siècle à peu près, depuis 500 ans, depuis Newton. Newton qui pourrait soigner avec des médecins relativement nuls, qui ne savaient même pas que comment le sang circulait, lui, il pouvait vous prédire le retour des comètes, vous voyez. Donc, c'est plus facile de faire des sciences de la matière que des sciences de la vie. Donc, les sciences du cerveau, aujourd'hui, sont, et je l'ai dit dans notre expérience, les gens qui sont non matérialistes,
Jean-François, sont très 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 minoritaires, donc parfois ils sont un peu déprimés, les pauvres. Et en biologie, c'est pareil, les gens qui sont pour une nouvelle vision de la vie sont très très minoritaires. Alors que dans les sciences de la matière, de la vie, de la matière, de l'univers et des mathématiques, je peux vous trouver 2000 scientifiques qui partagent ce genre d'idées. Oui, je pense que sur cette question du matérialisme, il convient de dire deux choses. Premièrement, il y a un matérialisme au niveau épistémologique qui a sa validité dans la mesure où, pour poser la question de la pensée, on passe par la matière. Et ça a une pertinence. Ensuite, vous avez un deuxième matérialisme, qui est un matérialisme idéologique, réductionniste, visant à dire qu'au fond, il n'y a aucune transcendance dans l'être humain, aucun mystère, et que tout se réduit à des interactions entre atomes, et donc tout est construit. Et on s'aperçoit qu'on a affaire là à une forme de mystification idéologique, parce que quand on dit, par exemple, et j'aime bien Bachelard, mais quand il dit « rien n'est donné, tout est construit », on s'aperçoit que la formule « tout est construit » est donnée, et non pas construite elle-même, et on n'aperçoit pas qu'en fait, elle est aussi une construction parmi d'autres. Alors, je crois qu'il y a ici un enjeu majeur. Il s'agit de savoir s'il n'y a pas de données ou si tout est construit. Et moi, je m'aperçois qu'il y a deux choses. Il y a des choses qui sont données et il y a des choses qui sont construites. Et nous sommes le résultat des deux. Et nous ne sommes ni totalement donnés, ni totalement construits. Et je pense que c'est ça qui définit, je dirais, une dynamique humaine. Alors, effectivement, moi je crois que le transhumanisme s'enracine dans l'idée d'un constructivisme radical et vise à dire, voilà, nous allons faire un humanisme tel qu'il n'en a jamais existé, à partir de ce qu'il appelle un homme hybride. Nous allons faire une hybridation de l'homme entre, d'une part, la technologie et l'homme, et là, nous allons fabriquer quelque chose de radicalement nouveau. Et Jean a raison, le matérialisme ne supporte pas l'idée de quelque chose qui ne serait pas inventé, mais simplement découvert. C'est-à-dire quelque chose qui nous serait donné. Et donc, il y a l'idée que l'homme n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais c'est une chose que l'on construit. Et là, il y a un enjeu idéologique majeur. Si je peux... Dans le même sens, dans l'intelligence artificielle, alors, on peut le comprendre, ce qu'il a dit là, mais le problème, c'est quand on l'absolutise. Il y a eu cette idée dans les premières tentatives d'intelligence artificielle, puis maintenant c'est deuxième et troisième génération, avec le Human Brain Project à Genève, en particulier à Lausanne, de dire penser, c'est calculer. Évidemment, je comprends bien que le technoscientifique, pour lui, tout passe par des calculs, des algorithmes, voilà. Mais penser, c'est calculer, c'est une posture tout à fait réductrice en tout cas, pas forcément complètement fausse non plus, mais tout à fait réductrice. Le problème c'est quand elle est absolutisée, voilà. Et que du coup on pense qu'avec l'intelligence artificielle, bien sûr qu'on va créer des machines qui battront le champion du monde de jeu de Go, oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas si la même machine peut battre le champion du monde d'échecs, il faudra peut-être reprogrammer tout ça. Mais vous voyez, est-ce que penser c'est calculer, c'est un autre. Non, mais la même machine. Est-ce que penser c'est calculer, c'est un peu restrictif, quoi. Et le problème, c'est quand ça devient le contexte. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Moi, j'étais fortement marqué. Bien sûr que tous les Américains ne sont pas transhumanistes, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans les discours qui passaient, c'était imprégné, quoi. Imprégné, et il faut vraiment prendre du recul. C'est là que l'interdisciplinarité est essentielle, y compris pour les scientifiques, me semble-t-il. Et en particulier qu'ils fassent de la philo, c'est pas mal. S'ils font de la théo, c'est encore pas mal aussi. Mais c'est nécessaire, sinon chacun de nous, d'ailleurs, nous pouvons rentrer dans nos propres réductionnismes. Mais là, c'est extrêmement marqué, c'est quand ça devient finalement un dogme. Merci. Oui, commentaire. Je voulais juste dire pour notre gouvernement, quand on analyse la pensée, je crois qu'il y a 3 niveaux de pensée, on fait toujours des confusions. Nous avons les pensées qui sont les images, nous avons la réflexion dont nous avons la réflexion calculante, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pensée forte, ça s'appelle la méditation, ce qui est de l'ordre de l'éveil, et qui nous amène à créer un état de conscience. Et ça, là, on touche à la pensée. C'est pour ça que je crois que le père Thierry Magnin avait raison de dire, c'est réducteur de ramener la pensée
au calcul, parce qu'il y a la pensée dont parle Descartes qui écrit les méditations métaphysiques, où on médite, on intériorise, et on a, je dirais, un éveil à l'inouï de l'existence. N'oublions pas que Pascal dit cette chose extraordinaire à partir de l'homme, puisque nous sommes amenés à parler de l'homme. Pascal dit « l'homme est un roseau pensant, et toute la dignité de l'homme réside dans le fait de penser ». Et je crois que quand Pascal dit cela, il entend par pensée cet état de songe, de méditation qui se passe quand on découvre qu'il y a quelque chose d'inouï et qu'on est capable de voir le monde avec les yeux de l'inouï. Et Pascal le dit, l'homme passe l'homme et je ferai voir à l'homme quelque chose encore de plus prodigieux que l'homme. Attends, c'est l'occasion. Oui, tout à fait. Il y a une grande ambiguïté. Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal, ça a 30 ans. Et il a été publié il y a quelques semaines, au mois de février, je crois, un petit bouquin qui reprend un colloque qui s'est tenu à l'École normale supérieure, précisément pour les 30 ans de l'homme neuronal. Et ce petit bouquin s'appelle 30 ans, l'homme neuronal 30 ans après. Donc vous le trouvez à la procure, à la FNAC. Bon. Premièrement, Changeux persiste et signe. Il continue de se définir comme un physicaliste, en insistant bien sur le fait qu'il est non réductionniste. Attention au vocabulaire. Beaucoup de neuros aujourd'hui se définissent comme non matérialistes. Non réductionniste. Non matérialistes, mais physicalistes. Ouais. C'est-à-dire que, ne croyez pas que c'est jouer sur les mots. C'est justement dire la physique, à renfort de mécanique quantique, etc. La physique ne se réduit pas à la matière. Et donc on peut tout à fait se dire moniste, ne faire aucune référence à aucune forme de transcendance, etc. On peut, et c'est la position de défend Changeux aujourd'hui, en se disant, il n'y a pas que Changeux, les Churchland et bien d'autres, se définissent comme des physicalistes, avec justement une physique qui ne se réduit pas au matérialisme des bêtes, de la métrique, Adamis, etc. Mais méfiez-vous du vocabulaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit aujourd'hui non réductionniste qu'il est spiritualiste. Par contre, les réductionnistes, eux, sont en général antispiritualistes tous. Alors, une question de Anne de Constantin, dont j'ai oublié de préciser que tout à l'heure, quand je l'ai parlé du colloque du 21 janvier 2017 sur la NDE, nous le ferons avec la Fondation Denis Guichard, que dirige Anne de Constantin. Et deuxième chose sur la NDE, que je n'ai pas dit, il y a un livre du docteur Patrick Tellier, qui a dirigé pendant des années le bureau des grâces, le bureau des investigations sur les miracles de Lourdes, donc au cœur du système catholique. Et bien son dernier livre est sur la NDE, et c'est intéressant d'avoir justement pour les catholiques dans la salle une approche catholique de la NDE. Donc je vous renvoie au dernier livre, docteur Patrick Tellier. Voilà, Anne de Constantin, autre question. Peut-être que je me trompe, Thierry Magnin, Thierry, si je peux vous appeler, puisqu'on se connaît. Vous parlez de l'homme qui est vulnérable, les scientifiques parlent de l'homme vulnérable. Mais c'est une notion, peut-être on pourrait dire sensible, parce que c'est une notion très négative vis-à-vis en fait de la force de l'homme. Et quand Bertrand Vergely parle de la méditation, de l'homme peut se brancher sur les énergies divines, alors là, par la prière aussi, alors là, c'est un homme qui est presque divin. Et le Christ ne parle-t-il pas que l'homme est le Fils de Dieu? Donc on oublie tout ça, la grandeur de l'homme. Le Fils de l'homme. Et la puissance de l'homme aussi. Voilà, merci. Alors comment Alors non, justement, cette vulnérabilité, c'est là que
c'est la différence, je pourrais dire, entre la toute-puissance, justement, et la véritable grandeur de l'homme. Hein. Et là, la vulnérabilité, alors s'il y en avait un qui nous a montré ce chemin de la vulnérabilité, c'est bien Jésus. Hein. Et ici, j'ai simplement voulu montrer un signe, là aussi, hein, parce que j'ai parlé de la vulnérabilité de tout vivant même, hein, évidemment de l'humain aussi, mais de tout vivant sous l'angle de la modification de l'intérieur par l'extérieur et réciproquement, si je puis dire. C'est-à-dire sous cet effet qu'il y a toujours quelque chose de donné qui nous constitue et on donne aussi quelque chose, hein, tout vivant là. Et c'est ça la vulnérabilité. S'il se rajoute une fragilité, c'est pour ça que je fais la différence moi, dans ce terme-là, par une maladie, ça évidemment c'est encore autre chose. Hein. Et dans la tradition chrétienne, la personne humaine vulnérable, pierre d'angle de l'éthique, a toujours été, et de plus en plus, un point clé, justement. Et c'est, à mon avis, un des signes de cette différence entre la toute-puissance, justement. C'est quand on se croit invulnérable qu'on est tout-puissant. Et en même temps, si le vivant lui-même nous montre que sa puissance de vivant, en effet, il y a une puissance et une force de la vie, bien entendu. Elle est liée à une vulnérabilité intrinsèque sous l'angle que je viens de tenter de définir. Je trouve que ça nous donne une image de ce que peut être la puissance de la vie, tout à fait à l'opposé d'une toute-puissance, par exemple, technologique. Oui, le cœur même du christianisme, c'est justement l'opposé de cette idée que les dieux, regardez les dieux païens qui sont des dieux tout-puissants, des dieux vainqueurs, des dieux qui écrasent l'autre. C'est justement un message complètement opposé que nous a donné le Christ. Et c'est un message que, par exemple, Clovis, ça m'a intéressé, a eu beaucoup de mal à comprendre. Quelqu'un comme Clovis, pour se convertir au christianisme, il a dit cette phrase, « Ah, quand même, hein, quand le Christ est mort sur la croix, si j'avais été là avec mes soldats, hein, on les aurait bien tués, tous ces Romains, on aurait bien changé le cours de l'histoire quand même. » Donc il n'arrivait pas à comprendre la nécessité de l'incarnation et de la souffrance derrière, oui. Oui, je me suis beaucoup intéressé à cette question de la vulnérabilité. Je voudrais juste dire une chose. La vulnérabilité n'est absolument pas la fragilité. La vulnérabilité veut dire simplement qu'on n'a pas besoin de se surarmer pour être fort. Et c'est dans la possibilité d'être blessé qui fait qu'à un moment on est fort. C'est-à-dire que la vulnérabilité positive tient compte de notre inconscient. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui croient que pour être fort, il faut être dur. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'en se surarmant, en fait, ils sont contre-productifs par rapport à leur propre force. C'est tout. Et donc, à un moment, nous dirons, le Christ arrive sans la toute-puissance. Et c'est ce qui fait qu'il a la puissance, parce qu'il a la confiance dans la vie, et il est porté par cette confiance. Voilà. Une question, oui, monsieur. Oui. Donc, si on parle de vulnérabilité, ça me fait penser à ce que, moi je pense, c'est la capacité d'être affecté. Et aujourd'hui, la plainte devant le psy, c'est plus comme encore au temps de Freud, je suis trop impulsif, je n'arrive pas à me maîtriser, etc. Cet auteur, je ne sens plus rien. Et que, mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a deux citations. Il y a Einstein qui disait « Il est scientifiquement indémontrable que le monde ne mérite pas d'être détruit ». Et puis Wittgenstein, qui est un logicien, mathématicien, ingénieur aéronautique, etc., qui a dit la phrase « Et même si la science répondait à toutes les questions qu'elle se pose, celle du sens de la vie ne serait même pas effleurée ». Dernière chose, il ne faut pas confondre exactitude et vérité. Les sciences sont exactes. Une métaphore, si on prend la réalité, ça serait la France. La science, elle voit de plus en plus précisément, on va dans votre jardin, votre chien ou votre swimming pool, et c'est de plus en plus exact, la science. Mais elle ne vous donne pas la boussole, c'est-à-dire vous pouvez très bien connaître la réalité, vous la décrivez très très bien, mais vous ne savez pas où aller, c'est-à-dire dans la métaphore, la beauté, la justice, l'amour, etc. Donc ce sont deux réalités, on dit des régions ontologiques complètement différentes. C'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase de Heidegger qui est mal traduite. La science ne pense pas, elle ne réfléchit pas. C'est tout à fait autre chose. C'est une métapensée. Jacques Dessart, il était scientifique, il a trouvé Amandine, les prophètes, et puis il est devenu philosophe ou religieux ou artiste. Là, je suis hegelien, c'est-à-dire qu'il cherche le sens.
Il a arrêté, il a dit peut-être ça va arriver à une catastrophe. Donc c'est deux choses complètement différentes. Merci pour votre remarque. C'est une question. Oui. Après, monsieur Eva. Oui. Non, oui, d'accord. Vous, bonne question. Oui. Alors vous et après monsieur Eva, oui. J'ai cru comprendre qu'à Lyon, à l'université catholique, il y avait donc un laboratoire qui étudiait les relations entre le psychisme et la biologie. Est-ce que j'ai bien compris? Et où est-ce qu'on en est dans le domaine? Donc, comme je l'ai dit, on étudie notamment l'épigénétique, qui est un lieu où on peut observer des éléments d'influence du psychisme sur les réactions biologiques. Et d'une manière générale, lorsqu'on veut, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, ça c'est encore plus général, une vision de l'homme global, tout ce qu'on étudie actuellement sur le microbiote intestinal participe de ça, même si là aussi il faut être extrêmement prudent, qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut après, mais participe de cela, quoi. Et c'est d'autant plus inattendu tout de même que il y a encore quand même 20 ans, on ne se doutait pas que l'état génomique des bactéries qu'on avait dans le ventre, dont le nombre est supérieur au nombre de cellules humaines que nous avons en nous, pourrait avoir une telle influence. Bon, c'est l'homme global, c'est l'écosystème, c'est ces interactions-là qui sont assez signifiantes que si on veut vraiment comprendre les mécanismes liés, les mécanismes biologiques liés par exemple à ce microbiote et au système nerveux, il nous faut prendre justement ces interactions globales et pas simplement des fonctionnalités locales. Voilà, une dernière intervention, puis ensuite on en rappellera chacun de quelques mots. La conscience. La conscience est-elle dans l'homme ou en dehors de l'homme? Ou y a-t-il plusieurs niveaux de conscience? Jean-François, Jean-François, oui. Ça va pas se coucher là. Réponse de 28 oui, non. C'est un des mots les plus piégés qui soit, ça, quand un euro s'empare d'un micro pour en parler. Pour ce qui me concerne, je pense que ce mot-là recouvre au moins 3 champs sémantiques. Et avant je ne vais pas vraiment répondre, mais je vais vous désigner ce que j'entends par ces 3 champs sémantiques. La conscience désigne souvent, et malheureusement un grand nombre de neuros réduisent la conscience à ce premier champ, le fait d'être éveillé, le fait d'être vigilant. En ce moment, nous sommes tous conscients. Voilà, enfin, en principe, tous à peu près éveillés, encore. Pour ça, on va arrêter bientôt. Par exemple, quelqu'un qui est très brillant, par ailleurs, Lionel Nakache, de la Salpêtrière, définit la conscience par la rapportabilité, c'est-à-dire le fait d'être conscient, c'est le fait que je vous pose une question et vous allez me répondre. Voilà, que je vous demande quelle est la couleur du plafond, et vous allez me rapporter la couleur du plafond et je vais en conclure que vous êtes conscient. Alors, réduire la conscience au fait d'être éveillé, enfin, ça ne veut pas dire que la conscience n'a rien à voir avec le fait d'être éveillé, mais ramener la conscience au seul fait d'être éveillé, c'est quand même problématique. Mon petit-fils de tout à l'heure, né à 7 mois et demi, et s'il a été conscient, peut-être la plupart des gens qui en ce moment sont dans le coma, en état de conscience minimum, en état aussi relationnel, etc., voilà, donc réduire la conscience uniquement au fait d'être éveillé, ça ne me semble pas une très bonne chose. Donc, deuxième champ sémantique de la conscience au sens psy habituel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conscience réflexive. Non seulement vous pouvez me répondre si je vous pose la question de quelle est la couleur du plafond, mais vous allez savoir que vous savez que vous me répondez à la question que je vous ai posée. C'est la réflexivité, c'est bon. Et donc ça, c'est la conscience au sens neuropsy habituel qui est loin d'être épuisé. Et puis le troisième champ sémantique, c'est ce qu'on peut appeler la conscience de soi et la conscience morale, qui jusqu'il y a peu semblait devoir pour le moins complètement échapper aux neurosciences. Mais vous savez certainement que depuis une vingtaine d'années se développe ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste,
et qu'il y a aujourd'hui des interprétations, des tentatives d'interprétation purement naturalistes des valeurs morales, de la conscience morale. Alors, j'aime beaucoup, moi, la différence que fait un auteur qui s'appelle Ned Bloch, reprise par un philosophe français qui s'appelle Michel Wittbol, dans un très gros livre qui s'appelle L'origine de la conscience. Ned Bloch fait la différence entre ce qu'il appelle la conscience phénoménale et la conscience d'accès. Je trouve que cette différence, au moins faire différence, clarifie beaucoup les choses. La conscience phénoménale, c'est simplement qu'est-ce que ça fait d'être au monde. La conscience d'accès, c'est précisément j'ai accès à quelque chose. D'ailleurs, dans le langage courant, vous savez que quand on tombe dans les pommes, on dit qu'on a perdu connaissance. Donc la conscience d'accès, c'est avoir connaissance, avoir conscience au sens d'avoir connaissance. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'au fond, autant scientifiquement je peux travailler sur la conscience d'accès, autant scientifiquement je ne peux pas véritablement, scientifiquement, empiriquement, travailler sur la conscience phénoménale. Puisque pour travailler empiriquement, il faut travailler sur un objet. Et donc dans la mesure où la conscience phénoménale, c'est la conscience pure, c'est le fait d'être, précisément pour travailler empiriquement sur la conscience phénoménale, il faut que la conscience soit la conscience de quelque chose. Et là, on devient conscience d'objet. Donc, cette différence me semble absolument essentielle si on ne veut pas tout rabattre, tout simplifier, les trois champs sémantiques et au moins la différence entre la conscience phénoménale, de qu'est-ce que ça fait d'être au monde, et la conscience d'accès, qui est finalement la conscience étudiée par les sciences cognitives. Alors, il va être temps de conclure, donc est-ce que vous voulez encore rajouter une petite parole? On commence par Thierry. Après ce qu'on s'est partagé ce soir, il me revient aussi cette phrase de Basile de Césarée qui disait déjà au IVe siècle que l'amour de Dieu était si grand qu'il avait autorisé l'homme à rentrer dans l'atelier de la création divine. L'homme entre dans l'atelier de la création divine. Ce qui est un risque extraordinaire. Bon. Et qui en même temps, justement, un lieu où Dieu reconnaît la grandeur de l'homme, me semble-t-il. Et évidemment, quand l'homme s'empare de ce qui lui est donné et ne raisonne plus qu'à partir de lui, il perd la richesse de ce qui lui est donné. Pour moi, voilà, si l'homme ne commence pas par accueillir la vie comme un don, y compris s'il est biologiste d'ailleurs, mais il n'est pas que biologiste, même si c'est son métier, eh bien il se trompe sur la vie et le vivre. Et il me semble qu'aujourd'hui, au contraire, plus que jamais, ces parcours de partage entre ces différentes disciplines, y compris la théologie et les traditions religieuses, sont vitales pour que nous puissions respecter le vivant tout en prenant soin. Je pense que aujourd'hui, la question de l'homme est une question majeure, parce qu'effectivement, si on se pose la question « qu'est-ce que l'homme ?», c'est qu'il y a un doute sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a un doute sur cette question ? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de dureté à l'intérieur du monde qui est le nôtre. Et puis aussi, il y a une tentation de dire « je rencontrerai l'homme quand on me montrera une chose que je pourrais composer, décomposer, sur laquelle j'aurai tout pouvoir, et là je croirai que l'homme existe. » C'est-à-dire, au fond, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'homme, c'est notre pouvoir sur l'homme. Donc je pense qu'il y a une nécessité de dire que l'homme existe. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que l'homme existe ? Je pense que c'est de l'ordre de l'inouï. Et je dirais qu'il y a 3 expériences de l'inouï. La première expérience de l'inouï, c'est celle que fait Heidegger quand il dit « il y a quelque chose et non pas rien ». La deuxième, c'est celle que fait Husserl lorsqu'il dit non seulement il y a quelque chose et non pas rien, mais il y a un homme qui est là avec sa conscience et capable de s'en rendre compte. Et puis le troisième point qui me paraît important, c'est d'apercevoir, et c'est l'inouï de l'inouï de l'inouï, c'est-à-dire ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il a soif d'infini, d'éternité. Et quand il se met en chemin vers cet infini qui l'attire, alors il développe des choses encore plus inouïes que l'existence et sa simple question. Et où je pense au fond la beauté de cette phrase qui dit à propos du Christ, voilà l'homme, eh bien je crois qu'on a là une réponse. Nous voyons quoi ? À travers le Christ, c'est la création,
c'est l'homme dans la création, et c'est surtout à travers lui l'idée que l'homme n'est pas fini, et on n'a pas fini peut-être de s'émerveiller et de se rendre compte de tout ce dont il est capable et qu'il ignore. 30 secondes. Marx est mort, Dieu est mort, Marx est mort, moi-même je ne me sens pas très bien. Non, ce que je voudrais peut-être que vous gardiez, et peut-être aussi comme grille de lecture dans les mois, les années qui viennent, c'est la différence entre l'homme et l'humain. L'homme au sens homo sapiens sapiens, c'est un objet de science, et ça le restera, et c'est bien que ça le soit. Et je pense, enfin, paradoxalement, c'est Peter Singer et ses émules qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, enfin, Singer, ça date bien depuis 15 ans même, m'ont conduit à prendre au sérieux cette différence entre l'homme et l'humain. Qu'est-ce que l'homme? J'allais dire, au fond, c'est pas tellement le problème. La science y répond et y répondra de mieux en mieux. Et l'homme en tant qu'objet compliqué. Bon. Mais l'humain, qu'est-ce qui fait l'homme humain? Et ma conviction, vous l'avez compris, c'est que ce qui fait l'homme humain, au fond, n'appartient pas à l'homme entendu tel que le décrit la science. Voilà. Je terminerai en disant, pour rebondir sur ce que Jean-François vient de dire, on s'est rencontrés il y a plus de 26 ans et il était dans une autre vie avant que je rencontre président d'Amnesty International. Et il me disait à l'époque, ce qui fait l'homme humain n'est pas d'origine humaine, parce que si ce qui faisait l'homme humain était d'origine humaine, l'homme pourrait décréter qu'un tel et un tel n'est plus un être humain. Et c'est justement la base du combat pour les droits de l'homme, qui est qu'on ne peut pas décréter qu'un tel et un tel n'est pas un être humain. Non, Jean, tu n'es pas obligé de faire allusion à cette autre vie. Je sais. Mais alors là, quelque chose, puisque tu l'as fait, il est clair que nos hommes politiques et beaucoup d'associations dites de défense des droits de l'homme confondent le droit et la dignité. Beaucoup s'imaginent que l'homme est digne parce qu'il y a la déclaration de 1948, que l'homme est digne parce qu'il a des droits. Ça ne tient pas. L'homme a des droits parce qu'il est digne. Si vous enlevez la dignité intrinsèque, première, a priori, sans négociation, sans à peu près, tout ou rien, si vous enlevez la dignité de sa nature, les droits de l'homme, ça ne veut rien dire. Eh bien, voilà donc une belle conclusion. Donc, je voulais remercier d'abord beaucoup le père Antoine de Romanet de nous avoir reçus dans cette belle salle. C'est grâce à lui que nous sommes ici. Et donc, pour tous ceux qui découvrent la paroisse, c'est une paroisse très active, cette paroisse ici donc de Notre-Dame d'Auteuil. Donc prochain rendez-vous, un séminaire à l'USIC, l'Union sociale des ingénieurs catholiques, 17 rue de Varennes, le 17 ou 19 12 ou 13. Vous avez le numéro sur le site de l'UIP. Un séminaire avec Jean-François Lambert pendant 2 jours et après moi-même pendant 2 jours. Ce sera donc en mai et en juin, 28 et 29 mai pour Jean-François Lambert, 18 et 19 juin pour moi-même. Vous pouvez déjà noter donc à la mutualité, dans la grande salle de la mutualité, le grand colloque qui sera donc le 21 janvier, samedi 21 janvier 2017, mais vous aurez d'autres colloques que nous ferons également à la rentrée. Et donc encore une fois, merci à tous nos intervenants et merci au Père Antoine de Romanet.